c'est Mohamed Kourchi, professeur de langue et de littérature et chercheur en sciences humaines et sociales. Bienvenue dans cette série de vidéos qui essayent d'interroger le savoir en matière d'efficacité et qui prennent en charge à cet effet des disciplines et des thèmes aussi riches que variés en relation avec les sciences humaines et sociales en général et avec la rhétorique, l'argumentation et la communication en particulier. Dans le propos précédent, nous avons essayé de définir la rhétorique. Nous avons essayé aussi de rapporter ce que nous avons appris sur sa fonction ainsi que son évolution dans l'espace et le temps. Et pour bien la situer dans son contexte historique et afin d'établir sa relation avec la démocratie, il nous a semblé utile d'essayer dans ce propos de remonter d'abord aux sources fécondes et intarissables dont elle sortait et examiner ensuite quelques-unes des multiples circonstances qui semblent contribuer et concourir dorénavant à son épanouissement. Ces sources et ces circonstances constituent grosso modo les principaux fondements de la rhétorique et de l'argumentation. Pour ce qui est des principales sources de la rhétorique, il convient de dire qu'elles sont d'ordre judiciaire, littéraire et philosophique. Comme nous l'avons souligné précédemment, la source judiciaire a été inaugurée par Antiphon. La source littéraire est représentée par Gorgias et son disciple Tisias. La source philosophique, enfin, a été inspirée par Protagoras d'Abdère, Socrate, Platon et les sophistes. Quant aux multiples circonstances qui ont contribué à l'épanouissement de la rhétorique et par la même occasion à l'émergence de la démocratie dans la Grèce antique, elles sont aussi d'ordre politique, économique, juridique, social et moral. D'ailleurs, il serait prétentieux de les cerner dans ce modeste propos. C'est pourquoi nous nous en tiendrons au principal. Premièrement, l'avènement d'une puissante aristocratie terrienne qui prit le pouvoir à Athènes et instaura un gouvernement aristocratique dès l'aube du 7e siècle avant Jésus-Christ. Deuxièmement, la promulgation d'une loi très rigoureuse instigée par un législateur athénien du 7e siècle nommé Dracon. Troisièmement, l'avènement de Solon, le célèbre législateur athénien qui est considéré par les Grecs comme l'un des 7 sages de l'Antiquité et par Aristote comme le vrai fondateur de la démocratie athénienne. Ses principales réformes étaient surtout l'atténuation des lois draconiennes jugées trop sévères, la fondation du Sénat, la suppression des dettes contractées par les pauvres et la libération des paysans esclaves de leur endettement. Lorsque Solon et les sages de la Grèce antique ont accordé le kratos, c'est-à-dire le pouvoir, au démos, c'est-à-dire le peuple, ce qui est devenu par la suite démocratie, il ne leur venait pas dans l'esprit qu'ils ont forgé un concept qui ferait date et qui serait adopté à l'unanimité à travers l'histoire, parfois avec prudence, parfois inconsidérément par les nations du monde entier, et avec lui, l'épanouissement d'un nouvel art de parler qui est la rhétorique. Quatrièmement, l'avènement de Pisistrate, un proche parent de Solon et son successeur. Pisistrate
poursuivit l'œuvre de Solon et fit éditer pour la première fois les chants homériques de l'Iliade et de l'Odyssée en un seul livre. Cinquièmement, enfin, après les révoltes qui renversèrent les nouveaux aristocrates, Clisthène prit le pouvoir et posa les bases de la démocratie athénienne et avec elle une considération distinguée pour la rhétorique vers 508 avant Jésus-Christ. À ces facteurs, on pourrait ajouter les victoires consécutives d'Athènes sur ses adversaires perses, carthaginois et étrusques sur les champs de bataille de Marathon, Salamine, Platée, Hymère et Cume. Ces circonstances et ces victoires réunies ont fait l'apogée d'Athènes et édifié en Grèce le plus grand empire démocratique de l'époque. De grandes réformes ont été entreprises par Éphialtès et son successeur Périclès, ce grand homme d'État athénien qui donna son nom au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces réformes ont contribué à édifier et à élaborer la pensée grecque classique, pensée qui a influencé le monde de l'époque, le Moyen-Âge, et continue d'inspirer le monde occidental dans tous les domaines, que ce soit en politique, en droit, en philosophie, en histoire, en littérature, en médecine ou en éloquence. À la même époque, vers 509 avant Jésus-Christ, chez les Romains, c'est probablement après le légendaire viol de Lucrèce par Sextus Tarquin, le plus jeune fils du dernier roi étrusque de Rome, Tarquin le Superbe, que les Romains ont adopté le régime républicain, la res publica en latin, c'est-à-dire, selon Tite-Live et Cicéron, un régime démocratique mixte qui combine ce qu'il y a de meilleur dans la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. À cette époque, la question de la démocratie ne se posait pas seulement aux Grecs et aux Romains. Hérodote, celui que Cicéron surnommait le père de l'histoire, notait déjà dans ses enquêtes que, non loin d'Athènes, dans les empires voisins, l'Égypte, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie d'aujourd'hui, Persépolis, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, l'Inde et la Chine, ont pratiqué déjà une sorte de démocratie directe mais un peu grossière et que des affrontements violents et des débats fréquents ont toujours eu lieu sur le régime politique à adopter dans ces empires. Évidemment, les démocraties athéniennes et romaines de l'époque n'étaient pas de véritables démocraties. Et tous les citoyens ne pouvaient pas prendre la parole en public pour plaider leur cause ou la défendre. C'étaient des démocraties esclavagistes car elles toléraient l'exploitation excessive des esclaves, des étrangers, des femmes et des enfants. Platon lui-même ne fut-il pas vendu comme esclave pendant une période de sa vie? Après ce bref examen des sources et des circonstances qui ont contribué à l'émergence de la démocratie et par la même occasion à l'épanouissement de la rhétorique, il serait utile de nous pencher sur les véritables fondateurs de la rhétorique grecque classique. Alors, qui sont ces grands fondateurs dont l'intérêt, la célébrité et l'autorité sont indéniables? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrée au savoir et au savoir efficace, qui essaye de joindre la justesse de l'esprit à la tendresse du cœur. J'espère, comme disait ce grand penseur, qu'ils seront utiles à quelques-uns sans être nuisibles à personne. Merci de m'avoir écouté
et à bientôt.